Bienvenue sur le podcast de Comme Julien. Je m'appelle Julien Carcali et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. On va démarrer dans un instant cet épisode avec pour thème le social selling en B2B. J'ai le grand honneur d'interviewer pour cela Benoît Desforges que je vais vous présenter dans un instant. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour le contacter sur la description du podcast en tapant juliencarcali.com/14. Pour ceux qui ne connaissent pas Benoît, voici sa courte biographie. Il a 15 ans d'expérience dans la vente aux grandes entreprises dans le secteur de l'impression et des solutions informatiques. Il a déjà créé une nouvelle ligne d'affaires pour une entreprise nationale, un vrai intrapreneur. Ayant toujours été intrigué et passionné par le marketing, il a fait le saut en marketing il y a 3 ans. Depuis, il a progressé à la vitesse grand V, en lisant beaucoup et en nouant des relations d'affaires, notamment via LinkedIn. Il a depuis peu créé un groupe Facebook francophone privé, Marketing 2018 Québec. On l'écoute maintenant. Bonjour Benoît Desforges, je suis très heureux de t'accueillir. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci beaucoup. Toi, Julien? Ça va parfaitement. Écoute, aujourd'hui, on va démystifier le social selling orienté B2B. Et donc, je vais te poser une première question tout de suite. Pourquoi as-tu souhaité participer au podcast Comme Julien? Bonne question. Écoute, les deux, on partage la même passion pour le marketing, puis on aime contribuer au succès des autres marketeurs. Puis en plus, quand tu m'as approché, écoute, le social selling, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Fait que l'opportunité était parfaite. Bon, parfait. Écoute, on va en parler en tout cas aujourd'hui, c'est clair. Et puis moi, ça me fait très plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi. Je sais que tu es un spécialiste là-dedans. Donc on va pouvoir approfondir le sujet tout de suite. Bien justement, si on démarrait tout de suite, en quelques mots, qu'est-ce qui est pour toi une bonne définition du social selling? Le social selling, c'est comment utiliser les réseaux sociaux, donc principalement LinkedIn dans ce cas-ci, pour arriver à initier des conversations contextuelles avec les acheteurs ciblés. Ce qui arrive, c'est que les acheteurs d'aujourd'hui en entreprise répondent de moins en moins au téléphone et au courriel. Et le social selling permet aux représentants de s'adapter au comportement de l'acheteur moderne. Souvent, quand on va donner des formations à des représentants, je vais prendre quelques exemples pour leur faire réaliser que leur comportement, leur propre comportement en tant qu'acheteur a changé au courant des dernières années. C'est-à-dire que si on compare leur cycle d'achat, plutôt lorsqu'ils achetaient une voiture il y a 10 ans et aujourd'hui, ce cycle d'achat-là a complètement changé. Même chose lorsqu'ils achetaient un voyage il y a 10 ans et aujourd'hui. Donc, leur comportement est beaucoup plus digital, si on veut, et le nombre d'interactions qu'ils ont et leur façon de rentrer en communication avec les gens qui sont impliqués dans la vente de ces produits et services-là a complètement changé. Bref, le social selling, c'est ce que ça permet de faire pour les représentants, c'est de s'adapter au comportement qui a changé de l'acheteur moderne. Parfait. Et comment, toi, es-tu devenu un expert dans le social selling? Avant de joindre l'équipe marketing où je travaille, j'ai été 15 ans dans la vente aux grandes entreprises. Et puis, lorsque j'ai fait cette transition-là vers le marketing, une des difficultés que nos équipes de vente avaient, c'était de réussir à rejoindre les personnes cibles pour réussir à obtenir des rendez-vous. Je sais pas si tu connais la statistique, là, mais il y a CEB là, qui mentionne qu'en moyenne, il y a 6,8 personnes qui influencent une décision d'achat chez les clients dans une entreprise. Donc, il y a une importance capitale à entrer en communication et initier des conversations avec les acheteurs ciblés, mais également d'élargir notre réseau au sein d'un client de façon à avoir une meilleure couverture du compte et capable de mieux influencer la vente. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est, excuse-moi, plus facile ou plus difficile de générer des conversations avec des clients en B2B? C'est beaucoup plus difficile. Il y a
Je pense qu'il y a d'autres statistiques là, que je pourrais te nommer là où est-ce que je pense que c'est Business Harvard qui l'a publié celle-là, comme quoi que 90% des exécutifs ne répondent plus aux cold calls, autant téléphone, email. Donc, faut trouver une façon qui est plus naturelle et adaptée pour réussir à initier des conversations avec ces gens-là. D'accord. Et aujourd'hui, je sais que toi, tu as bâti un programme de social selling au sein de tes équipes. À quoi ressemble justement ce programme de social selling? Oui, mais dans le fond, au Canada, on a 200 représentants et donc on a implanté ce programme-là, puis on est sur le point également là, de l'implanter aux États-Unis. La différence importante entre une formation et un programme, c'est vraiment là une initiative là, qui est supportée en partant de la haute direction jusqu'aux gens qui vont l'appliquer sur le terrain. Puis il y a un renforcement qui est fait et aussi une évaluation pour s'assurer que le comportement des représentants a changé suite aux différentes initiatives et formations là, qu'on leur a données. Dans notre cas, ça se compose entre autres de 5 ateliers. La première atelier, c'est d'aider le représentant vraiment à établir sa crédibilité et établir sa marque, entre autres avec son profil LinkedIn. Le deuxième, c'est de les aider à mieux entourer leurs clients cibles, donc ce qu'on va souvent référer au social listening, donc savoir ce qui se passe chez leurs clients en utilisant, entre autres, différents outils, tels que Sales Navigator, par exemple. On va sûrement en parler tantôt. Le troisième atelier, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre quelles sont les préoccupations des personas qu'on a ciblés chez ces clients-là. Le quatrième atelier, c'est comment initier une conversation de façon naturelle en fonction d'un contexte. Et finalement, le cinquième atelier, c'est qu'on va aider nos représentants à mieux travailler en collaboration avec nos équipes marketing de façon à pouvoir créer un contenu, ce que j'appelle du content selling et non pas du content marketing, de façon à ce que ça soit adapté à la plateforme LinkedIn, entre autres. Je peux passer un petit peu plus en détail chacune de ces ateliers-là. Donc, la première étape, tantôt je mentionnais, c'était d'aider le représentant à établir sa crédibilité, établir sa marque. Donc, il y a une étude, entre autres, de discover.org qui mentionne que 66% des acheteurs qui vont aller voir votre profil LinkedIn avant ou après un rendez-vous. Si on recule il y a quelques années, un profil LinkedIn était surtout utilisé comme un CV. Mais aujourd'hui, on va l'utiliser beaucoup plus comme un site web personnel pour le représentant. Donc, on veut s'assurer, lorsque notre acheteur cible va venir sur notre profil, qu'il se reconnaît et qu'on adresse les problèmes qui sont pertinents pour eux. On va indiquer, entre autres, quelles métriques ou quels sont les indicateurs de performance qu'on impacte en tant que représentant pour cette clientèle cible-là et comment on y arrive. Avec quel autre client aussi qu'on l'a fait. Donc ça compose, je te dirais, les grandes lignes là, du premier atelier. Quand on arrive au deuxième atelier, ben, c'est comment est-ce qu'on fait pour entourer notre client cible, pour savoir vraiment tout ce qui se passe chez ce client-là. Donc, nous, on a équipé nos représentants de Sales Navigator, qui est comme un parapluie qui se met par-dessus LinkedIn, puis ça nous permet d'appliquer plusieurs filtres. Donc, entre autres, on va voir toutes les annonces, toutes les nouvelles, toutes les publications qui sont faites par cette entreprise-là, mais également par les acheteurs qu'on a ciblés. Donc, tantôt, on parlait qu'en moyenne, il y a 6,8 personnes qui vont avoir plutôt une influence sur la décision d'achat. Donc, on va identifier qui sont ces 6,8 personnes-là et on va suivre leur activité à travers Sales Navigator sur LinkedIn. Et là, on va voir, bien évidemment, tout ce qu'ils publient et toutes les nouvelles les entourant. Donc, s'ils changent d'emploi ou s'il y a des gens qui se joignent à l'organisation, qui sont dans le comité exécutif, ces genres d'informations, ces genres d'intelligence qu'on va être capable d'être informé pour être en mesure d'adapter notre stratégie de vente avec ce client-là. Le troisième atelier, ben, c'est d'apprendre quelles sont les préoccupations de nos clients. Donc, on a, entre autres, nous, une licence avec Hoovers qui nous permet de vraiment rechercher par industrie quelles sont les préoccupations, les tendances, les perspectives d'avenir, quelles sont les problématiques. On peut également rechercher des entreprises spécifiques où est-ce qu'on va voir leur rapport financier, certains challenges auxquels ils font face. On va également
équiper nos représentants pour qu'ils sachent en fonction du rôle du persona qu'ils ciblent. Donc, c'est un exemple, ils ciblent un directeur TI. Donc, comment est-ce qu'un directeur TI est mesuré au niveau de sa performance? Quels sont ses indicateurs de performance? Comment est-ce qu'il est compensé? Donc, ça, c'est vraiment, là, excuse le terme, des drivers auxquels on va essayer de s'arrimer lorsque le représentant va positionner la valeur qu'il peut apporter à ces personnes-là. Et finalement, ben, comment est-ce qu'on fait pour faire une recherche sur l'acheteur au niveau personnel? Donc, plus notre approche va être personnalisée, ben, plus qu'on a une chance que ça résonne avec la personne qu'on essaye de rejoindre. Donc, si on peut aller voir leur profil Facebook, Twitter, Instagram, etc., pour en apprendre un peu plus sur eux, ben, ça va faire une conversation qui est plus naturelle et personnalisée. Le quatrième atelier, c'est vraiment, bon, comment est-ce qu'on l'initie cette conversation-là de façon naturelle avec le client qu'on a ciblé? Et tout est une question de subtilité. Donc, c'est un petit peu comme si on est un homme célibataire, on est dans un bar, puis il y a une fille qui nous plaît. On va pas l'approcher en disant tu veux-tu sortir avec moi ou tu veux-tu m'épouser? Donc, il va y avoir une conversation qui va se faire de façon plus naturelle en fonction d'un contexte, donc l'environnement qui nous entoure. Et c'est un peu ça l'approche. Traditionnellement, les représentants étaient habitués à vraiment faire un pitch de vente lorsqu'ils, par exemple, ils appelaient un client, puis immédiatement rentraient dans « je veux 15 minutes de votre temps pour présenter soit ma solution ou mon produit ». Tandis qu'aujourd'hui, ben, on veut essayer de rentrer dans une conversation qui est contextualisée. Donc, un exemple, on va aller visiter leur profil. On peut y aller 2-3 fois sur le profil de l'acheteur. Et ça, ce que ça va faire, c'est que l'acheteur va être alerté comme quoi on a été voir son profil. Donc, il va nous remarquer. On peut suivre la personne ensuite de ça. Et encore là, l'acheteur va être avisé comme quoi qu'on le suit. Donc, qu'on s'intéresse à lui. On peut aller liker ou commenter ses publications. Et ensuite de ça, on peut avoir une approche personnalisée en fonction du contexte. Donc, que ce soit quelque chose qu'on sait qui lui tient à cœur ou quelque chose qu'on a remarqué dans son profil, un intérêt commun, ou si on fait partie d'un même groupe, par exemple. Donc, on rentrera pas tout de suite dans un pitch de vente, mais plutôt sur une façon d'établir une relation. En anglais, j'utilise souvent le terme commonalities, donc trouver des choses qu'on a en commun avec cette personne-là. Et bien finalement, le cinquième atelier, ben, c'est comment on peut faire en sorte que l'équipe de vente et l'équipe marketing travaillent ensemble pour créer du contenu qui est vraiment adapté à la plateforme LinkedIn, donc qui est vraiment adapté au social selling. Donc, le marketing généralement va être responsable de créer du content marketing qui va être utilisé à plusieurs sources, mais LinkedIn a ses particularités, autant quand on veut publier du contenu sur la plateforme, mais également quand on veut partager du contenu dans un message privé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour adapter ce contenu-là vraiment là pour qu'il soit très ciblé et très pertinent? Donc, entre autres, moi, tu vois, je fais du ghostwriting pour nos équipes de vente. Donc, je vais moi-même rédiger des textes qui, eux, vont réutiliser dans le cadre de leur publication, par exemple. D'accord. Et combien de temps ça prend des ateliers comme ça? Sur combien de temps tu formes du coup toutes ces équipes? Ben, la formation en tant que telle, ça va dépendre de chacun des ateliers. Le premier atelier, là, c'est vraiment, on passe vraiment chacune des étapes là, de la création du profil. Donc, je te dirais que ça prend peut-être 2h30, 3 heures. Et on va essayer d'espacer là, au moins 1 à 2 mois là, entre chacune des formations parce qu'évidemment, les directeurs de vente veulent avoir leur représentant sur la route le plus possible. Donc, c'est vraiment un processus. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'à la suite de chacun des ateliers, c'est qu'on va mesurer c'est quoi l'impact qu'on a eu. Donc, comment est-ce que le comportement du représentant a changé. Et ça, ce qui est le fun, c'est qu'avec un outil comme Sales Navigator au niveau admin, mais c'est que je suis capable de voir le changement de comportement que les représentants ont eu suite aux formations, aux ateliers qu'on a donnés. Et depuis, vous avez eu des résultats du coup plutôt satisfaisants de ce que vous avez fait, je suppose? Ah oui, absolument. Écoute, c'est sûr que c'est difficile de dire que une vente est associée uniquement à une approche spécifique.
Mais on a plusieurs dossiers, plusieurs preuves, là. Il y a des comptes, par exemple, où est-ce que d'une valeur de plusieurs millions de dollars, où est-ce qu'on était juste pas capable de rentrer, juste pas capable de rencontrer les personnes importantes. Oui. Et puis, par une approche de social selling, on a été en mesure excusez le terme, de craquer le compte et puis de rentrer et puis d'en sortir avec des gros contrats, là. Fait que oui, définitivement, là, c'est une technique qui est très éprouvée, là. Et ce qui est génial en plus, c'est que je trouve qu'on peut, typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut reprendre même en tant qu'entrepreneur, tu sais, de reprendre un peu ce type d'atelier, puis la façon dont tu orchestres tout ce programme. C'est des choses que soi-même on peut se former sur ça, puis apprendre. Donc que ce soit en B2B, vraiment pour toi, vraiment dans des grosses structures ou même dans des plus petites structures, je pense que c'est des choses qui peuvent être très adaptables. Oui, absolument, absolument. Il y a pas de n'importe qui finalement qui veut soit initier des conversations avec des gens d'affaires, que ce soit pour se trouver un emploi, que ce soit pour générer des opportunités d'affaires, pour générer des ventes d'une façon très efficace. Bon, parfait. Et du coup, pour ce programme, je suppose que tu donnes aussi des outils. Alors, tu en as parlé de certains. J'aimerais bien peut-être que tu reviennes un peu sur les outils que tu utilises. Oui, mais dans le fond, il y a LinkedIn qui est comme l'outil de base, là, donc qui est évidemment gratuit. On a une licence que nous, en tant qu'entreprise, on paie à nos représentants de Sales Navigator. Donc, comme je mentionnais tantôt, Sales Navigator, c'est comme un parapluie qui est par-dessus LinkedIn qui nous permet vraiment d'aller chercher toute cette intelligence-là, donc de filtrer autant les profils des gens qu'on cherche, donc vraiment de cibler les personnes que l'on désire rejoindre, mais également là, qui va filtrer tout leur contenu et leurs actions sur la plateforme. On a également, ce qui vient avec ça, c'est Point Drive. Et Point Drive, c'est vraiment un outil fantastique, c'est que ça me permet d'envoyer un lien et dès que le client va accéder ce lien-là, je suis avisé en tant que représentant que le client a été voir le lien. Mais encore mieux que ça, c'est que si sur mon lien, j'ai mis 3 ou 4 documents, un mélange de vidéos, d'études de cas, de pamphlets, je vais être en mesure de voir quel a été le comportement de l'acheteur, combien de temps il est resté sur le lien, qu'est-ce qu'il a consulté comme document ou information, combien de temps il l'a consulté. Donc, ça me permet vraiment de faire un suivi de façon beaucoup plus timée, si on veut, en fonction du moment où est-ce que l'acheteur a été, mais également de poursuivre la conversation, ce qui a arrêté son attention. Et finalement, le dernier outil, c'est Hoovers qui va nous donner de l'intelligence sur l'industrie et le client lui-même au niveau de leurs challenges, leurs tendances, les tendances de l'industrie ou les préoccupations de ces clients-là, leur chiffre d'affaires, etc. Ok. Est-ce que tu sais, on connaît LinkedIn, comme tu l'as dit, c'est gratuit. Est-ce que tu sais si Point Drive ou Hoovers sont des outils payants? Oui, Sales Navigator, Point Drive et Hoovers, effectivement, c'est sur un principe de licence. D'accord. Ok. Autre question, quel est le secret de ceux qui ont du succès en social selling? Excellente question. Écoute, tout est dans les subtilités. Évidemment, ceux qui ont une facilité à communiquer par écrit, des fois, là, écoute, c'est juste le choix des bons mots, la bonne façon de structurer la phrase, la longueur des communications, la pertinence surtout. Donc, il y a vraiment ciblé ce qui va résonner avec la personne contente d'initier une conversation. C'est vraiment là, c'est vraiment, tout est dans la subtilité. Puis aussi, je te dirais, ceux qui ont une approche humaine versus une approche là, pitch de vente. Donc, ceux qui ont une intelligence émotionnelle plus élevée que la moyenne vont avoir un petit peu plus de facilité là, à générer ces espèces de conversations-là qui sont plus contextualisées. Il y a aussi une approche qu'une de nos représentantes utilise là, qui est vraiment intéressante, c'est que évidemment les gens d'approvisionnement, de finance, d'informatique, les exécutifs sont extrêmement sollicités. Donc, sont moins réceptifs. Donc, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tenter de passer par une autre porte et de cibler, par exemple, le responsable de l'environnement. Donc, souvent, cette personne-là, le responsable de l'environnement, est au courant de tous les projets qui se passent dans l'organisation. Puis, des fois, on a de la difficulté à faire avancer son propre agenda au sein de leurs propres entreprises. Donc, quand on les approche, ces gens-là, puis on leur dit, écoutez,
On aimerait ça partager avec vous ce que nous, on fait à l'interne pour diminuer notre impact environnemental, puis on aimerait ça partager les meilleures pratiques avec vous. Ces gens-là sont très réceptifs et une fois qu'on les rencontre, souvent vont être notre sponsor. Donc, ils vont nous aider à rencontrer les bonnes personnes au sein de leur organisation et vont nous partager un paquet d'informations qui va être très utile pour nous aider à avancer dans notre cycle de vente. Donc, vous passez en fait par la petite porte dans ces cas-là. Oui, exactement. C'est des petits trucs. Donc, c'est ça que je dis quand je dis tout est dans les subtilités, là, donc ça en est un bel exemple. Et justement, tu parles de subtilité. J'imagine que les personnes avec plus d'expérience qui ont l'habitude de mettre le pied dans la porte pour pouvoir rentrer, commencer à faire de la vente et compagnie, est-ce qu'ils ils ont plus de difficultés à s'adapter à cette nouvelle méthode, ce nouveau fonctionnement, tout ce qui est social selling, c'est quand même des choses qui sont relativement nouvelles. Est-ce que c'est plus difficile pour certains? Je dirais que, si mettons un exemple, on prend les directeurs de vente ou les exécutifs qui ont utilisé une approche de sollicitation pendant une période de 20-30 ans, puis que du jour au lendemain, tu leur dis, ben écoute, le téléphone puis le email, ça fonctionne de moins en moins. Ces gens-là, souvent, vont dire, ben, pourtant, ça marche depuis toutes ces années-là, là. Fait qu'il y a évidemment une résistance initiale. C'est pour cette raison-là que lors de la première formation, le premier atelier qu'on donne, il y a au moins une demi-heure qui est passée sur le pourquoi pour changer. Donc, pourquoi faut adapter notre approche. Et en leur faisant faire cette réflexion-là, ils en viennent eux-mêmes à la conclusion qu'effectivement, l'approche traditionnelle fonctionne de moins en moins, puis qu'il faut trouver une façon beaucoup plus efficace là, de rejoindre les clients qu'on a ciblés. OK. Autre chose, comment le marketing peut-il mieux supporter les représentants dans leurs efforts en social selling? Tantôt, on parlait là, du 5e atelier là, qui est vraiment d'essayer de créer un pont là, entre les gens de marketing et de vente. Donc, ce qu'on veut faire chez nous, c'est de créer un comité qui est composé de 50% de représentants et l'autre 50%, mais c'est ce qu'on appelle nos thought leaders, là, nos cerveaux à l'interne. Et ce qu'on veut essayer de sortir de ces rencontres-là, c'est de savoir, OK, mais quelles sont les questions que les clients nous posent? Quelles sont les objections qui reviennent? Qu'est-ce qui ralentit leur processus d'achat? Et en fonction de ces réponses-là, le marketing est en mesure de concevoir un contenu qui est vraiment adapté que les représentants peuvent utiliser de façon à accélérer le cycle de vente. OK. Donc, c'est vraiment un lien que vous essayez de créer entre deux structures, deux organisations qui sont à l'interne, mais deux organisations qui vraiment ont du mal à communiquer, en fait. Oui, c'est. Je dirais que plus l'entreprise est grande, plus ce challenge-là est grand. C'est proportionnel. J'imagine. Ayant travaillé dans des grosses structures comme celle-ci, je sais que oui, en effet, les communications entre les services, les différents services d'une compagnie peuvent être un peu complexes des fois. En terminant, on va parler un petit peu d'autre chose, mais ça reste quand même du social selling. Tu as démarré un groupe Facebook, Marketing 2018 Québec. Oui. Comment t'es venue l'idée? L'entreprise pour laquelle je travaille, le bureau chef est à Toronto et puis malgré qu'on est au-dessus de 50 marketeurs, j'étais le seul au Québec. Je pense que je vivais comme une forme d'isolement professionnel, si on veut, et j'ai voulu rassembler les gens, les passionnés de marketing un peu comme moi, pour justement partager, échanger, être stimulé. Puis je pense que j'ai un besoin de contribuer qui est peut-être plus grand que la majorité des gens. C'est de là où est née cette idée-là de regrouper, de rassembler les marketeurs qui viennent du Québec, de communiquer en français, puis d'essayer de générer pour le groupe le plus d'opportunités possibles, que ce soit des opportunités d'affaires, des opportunités d'emploi, de collaboration, de réseautage. Et tu vois, le groupe a vu le jour le 5 février et en l'espace d'un mois, là, on était déjà rendu au-dessus de 500 personnes. Là. Donc, évidemment, la technique que j'ai utilisée pour amener les gens à embarquer dans le groupe, c'est des techniques de social selling.
D'accord. Et du coup, si on est passé de quasiment de 0 à 500 en un peu plus d'un mois, c'est bien que tu n'étais pas seul à avoir ce problème d'isolement professionnel. Oui, exactement. Là. Je pense que ce soit les gens comme moi qui sont seuls au Québec, puis le bureau chef est ailleurs, ou que ce soit des directeurs marketing dans des PME, qui sont des fois la seule ressource, où ils sont limités en termes d'expertise dans leur entreprise compte tenu de la taille et de leurs ressources. Ben le groupe, c'est une façon fantastique de pouvoir poser des questions, demander l'opinion des autres et d'échanger. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Là. Je tiens à te féliciter pour ce groupe et à tous ceux qui vraiment travaillent dans le marketing, sont intéressés pour ça. Et n'hésitez pas à contacter Benoît pour pouvoir intégrer le groupe. Oui, c'est un groupe privé Facebook francophone. Marketing 2018 Québec. Exact. Pour terminer, j'ai toujours deux petites questions flash que je pose aux invités. Je vais te les donner tout de suite. Est-ce que tu pourrais me dire 2 livres tout de suite là que tu recommandes le plus ou que tu as le plus offert? Oui, bien, étant donné qu'on parle de social selling, un des excellents livres là, sur le sujet, c'est Social Selling Mastery de Jamie Shanks, qui est un Torontois. Il donne vraiment là, le blueprint, si tu veux, là, donc vraiment une façon d'implanter un programme de social selling dans une entreprise. Et si j'avais un deuxième livre à recommander, ça serait Killing Marketing de Joe Pulizzi. C'est vraiment intéressant ce qu'il prône dans son livre, c'est que les départements marketing, au lieu d'être un centre de coût, deviennent un centre de profit. Et il donne plusieurs exemples de comment certaines organisations y arrivent. Donc, ça challenge vraiment le statu quo du département marketing typique. Donc, très, très intéressant comme lecture. Et donc, si je comprends bien, ces livres, tu les utilises et tu les as utilisés aussi pour, par exemple, ton programme de social selling et pour ton activité quotidienne. Absolument. D'accord. Deuxième question flash. Quel conseil donnerais-tu à un jeune étudiant qui finalise ses études et qui entre dans le monde professionnel? Ben écoute, mon père m'a toujours dit que les deux choses qui font grandir une personne, c'est les livres que tu lis et les personnes que tu rencontres. Bon, aujourd'hui, on lit peut-être moins des livres conventionnels, mais si j'avais un conseil, dans le fond, ce serait de lire et de toujours s'éduquer, de toujours avoir la soif d'apprendre. Si les étudiants pensent qu'ils vont compléter leur diplôme, puis après ça, ils ont fini d'apprendre, là, écoute, je suis rendu à 40 ans et je n'ai jamais autant appris que par les années passées. Et le deuxième élément, ben, c'est de réseauter avec d'autres marketeurs. Écoute, à toutes les semaines, j'ai des conversations avec des gens qui sont autant passionnés que moi à propos du marketing et ça me donne une perspective différente de l'industrie, des challenges dans d'autres domaines que je peux appliquer à mon propre domaine. À date, là, je n'ai jamais regretté d'avoir pris 15-20 minutes pour parler avec quelqu'un que je connaissais pas initialement, mais que je savais qui partageait la même passion pour le marketing. Ça donne toujours des conversations hyper intéressantes. Donc, ce seraient les deux conseils que je donnerais là, de lire, s'éduquer et de réseauter avec d'autres marketeurs. Je suis complètement d'accord avec toi parce que moi j'ai la même chose. Moi je trouve que c'est une belle marque d'ouverture d'esprit quand aussi bien on se met à lire qu'on se met à rencontrer des gens, on ouvre vraiment les opportunités, on ouvre ses oreilles, on ouvre son esprit, puis on découvre énormément de choses et des problèmes qu'on pourrait se poser et où on se dit on n'a pas de solution. Si on commence à rechercher de l'information, si on commence à discuter avec des gens, bizarrement les solutions on les trouve. Donc, oui. Donc je trouve ça super. C'est sûr que tous les problèmes qu'on a en tant que marketeur, il y en a d'autres qui les ont eus avant nous. Exact. Je te remercie pour cet entretien qu'on a eu, cette entrevue. Je suis vraiment content d'avoir pu enfin tourner ce podcast avec toi. Je vais te laisser le mot de la fin. Un gros merci, puis bonne continuation à toi. Écoute, je te remercie beaucoup, Julien. C'est une vitrine extraordinaire et puis j'espère que ce que j'ai partagé avec vous, ça va vous permettre de l'appliquer dans votre organisation puis vous aider à avoir encore plus de succès.
Si vous avez aimé cette interview dédiée au social selling en B2B en compagnie de Benoît Desforges, ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL directe vers ce podcast est juliencarcali.com/14. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.